Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Fréquence Atlantique avec ces trois fréquences, 88.3, 93.6 et 105.9. Nous sommes donc pour notre émission du dimanche traditionnelle avec des commentaires sur l'actualité nationale, internationale et surtout une partie des constructions. Donc, on peut suivre en direct et puis après cette émission, nous avons des nouvelles concernant la Martinique avec Thierry Joseph Angélique et la fin de la matinée, la partie interactive à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03, numéro fixe. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir au programme une information nationale qui concerne les décisions prises lors de la dernière assemblée plénière de la CTM, donc qui ont été assez marquantes, si on peut dire. En partie internationale, nous allons parler des punitions collectives qui sont appliquées par l'armée d'occupation Israël contre le peuple palestinien. Et puis enfin, pour notre partie des constructions, nous allons nous arrêter sur le rôle respectif des institutions officiels, des leaders et du mouvement populaire dans la transformation de la société. Donc voilà pour le programme et nous allons commencer tout de suite avec le point qui concerne l'actualité nationale. Alors, lors de la dernière plénière du Conseil régional, il y a des décisions importantes qui ont été annoncées et qui ont suscité beaucoup de débats, de commentaires, notamment la question de l'institution de la maison du retour, de l'aide à la natalité, la question du drapeau rouge, vert, noir, et enfin une décision d'exonération qui concerne l'armée française. Donc, c'est sur ces trois points-là que nous allons nous arrêter. D'abord, donc, la question de la maison du retour. Tous les hommes politiques, toutes les forces vives dénoncent le fait que le pays se dépeuple, que la population diminue, mais surtout que les forces vives sont. Et évidemment, la conséquence, c'est que le tissu social se dégrade, l'économie ne peut plus se développer correctement, si tant est qu'elle le faisait, mais surtout que la question du génocide par substitution devient encore plus prégnante. Et donc, la CTM dit que pour lutter contre cela, il faut prendre des décisions qui consistent à inciter les gens à avoir des enfants, d'une part, et d'autre part, à organiser, à accompagner le retour de tous ceux qui veulent revenir au pays pour mettre leurs compétences à son service. Vous pouvez retrouver dans la page web de la CTM le détail, mais en fait, il y a l'annonce qu'on va développer des infrastructures, on va accompagner, les gens vont se tourner vers une institution dédiée pour qu'ils puissent remplir les formalités, s'installer, accéder au logement. Alors, sur ce point-là, on ne peut pas ne pas dire très bien, pour la bonne raison que toutes les initiatives qui peuvent être prises pour encourager le retour de nos ressortissants, l'accompagnement pour qu'ils puissent vivre correctement dans le pays sont intéressantes. Il y avait déjà l'initiative de Allévillé, qui a quelques résultats, mais qui est parfois insuffisante. Il y a aussi, c'est moins connu, des associations en France qui préparent le retour, qui aident aux démarches de façon à ce que les Martiniquais reviennent au pays, Guadeloupéens, etc. Et donc, ce n'est évidemment pas une réponse globale et suffisante à ce qui se passe dans notre pays. Ce sont quelques dizaines de personnes qui reviennent. Et hélas, on a déjà remarqué que beaucoup de ceux qui reviennent sont liés, rencontrent des difficultés et
sont amenés parfois à repartir. Ça, c'est encore plus grave quand il y a des échecs. Mais en fait, on ne peut pas s'opposer à ces initiatives-là. Donc, disons bravo. Mais il faut être conscient que cela ne peut pas être une réponse parce qu'il n'y a pas des emplois qualifiés correspondant aux compétences de ceux qui sont là. Il n'y aura pas dans l'état actuel, il n'y aura jamais suffisamment de crèches, de logements à disposition des masses d'immigrés qui reviendraient. Donc, je ne veux pas dire que c'est un pis-aller, mais ce n'est pas la solution globale. La solution globale, c'est que nous ayons le pouvoir politique dans notre pays pour que les richesses du pays soient affectées au développement endogène et puissent offrir des perspectives à tous ceux qui voudraient revenir dans le pays. On va revenir sur cela dans la partie des constructions. Donc ça, c'est sur l'aspect maison du retour, les commentaires que je souhaitais dire. Et puis, il y a l'autre mesure incitative à la natalité. Alors, nous n'avons pas en notre possession tous les documents de travail que la CTM a pu écrire pour préparer cette mesure-là. Mais nous posons une question de constitutionnalité dans le cadre de l'appartenance à l'ensemble français, dans le cadre de la colonisation que nous vivons. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que des mesures économiques ont été votées par la CTN pour inciter au développement du tissu économique, mais comme nous faisons partie de l'ensemble français de la République une et indivisible, les Européens qui viennent ici et qui font des demandes d'aide, de soutien, d'accompagnement, ils ont droit. Et la CTM peut être poursuivie pour inégalité de traitement s'ils refusent des aides à ces gens-là. Ils ne peuvent pas attribuer sélectivement à des gens qui sont liés directement. Vous vous souvenez du débat qu'il y a eu sur la question des néotitulaires. Mais on ne peut pas imposer que nos enfants travaillent dans notre pays parce que c'est un concours national, parce que nous sommes une république unique et indivisible, etc. Autrement dit que ces mesures-là qui sont annoncées, il n'y a aucune garantie que ça aide spécifiquement au développement d'une économie endogène. Je parle des autres mesures qui étaient déjà envisagées au plan économique. Mais précisément là, pour ce qui concerne la natalité, on décide qu'on va donner 2 000, 3 000 euros pour le deuxième, pour le troisième, enfin, etc. Imaginez les Européens qui viennent ici, qui s'installent, et qui peuvent même considérer cela comme un appel, un produit d'appel. Ils viennent, ils s'installent. Ah, et tiens, on donne 3 000 euros à la naissance. Ils viennent, ils s'installent. Ils déposent un dossier, voilà, j'ai un troisième enfant qui est né à la maternité, etc. Est-ce que les règlements prévus, je n'ai pas vu tous les documents, mais est-ce que les règlements, les dispositions prévues par la CTM ont une réponse à cette question-là bien précise? J'en doute. Mais j'aimerais avoir un démenti. Ce qui veut dire que cette formule-là ne peut pas être suffisante pour régler notre problème de développement de la natalité. Parce que pourquoi les gens se limitent dans le nombre d'enfants qu'ils font? La plupart, là, vous le disent, que c'est les conditions économiques du pays, les incertitudes sur le futur, hein, qui font qu'ils choisissent de ne pas faire plus de 2 enfants. Alors, est-ce que l'on va dire que pour avoir 3 000 euros, ils vont oublier tout ça, et puis, bon, ils vont faire un troisième enfant? Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas bien pensé. Il faut, une fois pour toutes, qu'on comprenne que ce ne sont pas quelques incitations financières actuelles, mais c'est une grosse culture
structuration de notre tissu qui n'est possible qu'avec un pouvoir politique qui permettra que les enfants restent au pays, que ceux qui sont à l'étranger et qui choisissent de revenir le fassent. Donc ça, c'était sur cet aspect-là. Alors, il y a eu le deuxième débat sur le drapeau. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Nous avons toujours dit depuis le début que cette histoire de concours-là, ça ne tient pas debout. Ça ne peut pas être valable pour décider d'un drapeau représentant la partie. Pour la bonne raison qu'il y a, comme on disait pour les aides, il n'y a aucune possibilité de garantir que les gens qui participent électroniquement au vote sont martiniquais, ont un centre d'intérêt en Martinique et ne sont pas des ennemis du peuple martiniquais. Il n'y a aucune possibilité. D'autre part, il n'y a aucune publicité qui est hâtée. Les Martiniquais qui sont le tiers de notre population et qui vivent à l'extérieur. Donc ce n'est pas démocratique, comme on le dit, ce n'est pas représentatif. Et puis, d'autre part, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire qu'on fasse une consultation par Internet et puis que ça exprime les intérêts d'un peuple martiniquais. Pardon? Donc, au départ, on disait que ce concours était nul et non aveugle. Mais il se trouve que à l'arrivée, on a deux drapeaux. Rappelons que dans toute la majorité des projets, des gens qui ont participé au concours, c'est le rouge, vert, noir, dominé. Ce qui signifiait déjà que ces couleurs-là représentent la Martinique. Les gens le savent, quelle que soit leur position politique, les gens savent. Donc, les deux qui arrivent à l'arrivée, un avec le colibri, un le drapeau normal, historique, comme tout le monde le dit. Les problèmes sont liés à la préparation du projet colibri et la personne se retire du concours. Donc, il ne reste que le rouge et noir dont on va discuter à l'Assemblée. Alors, je passe sur le fait qu'il y ait eu un débat entre les gens qui disent qu'il faut annuler le concours. N'empêche qu'on a voté sur le drapeau rouge et noir. Une abstention. Ce n'est pas étonnant, c'est le responsable des Républicains ici, donc droite, assimilationniste, etc. Mais l'unanimité, moi cette voix-là, les gens votent pour le drapeau rouge et noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les élus qui sont là savent que ce drapeau-là, c'est le drapeau historique. Et ça leur aurait posé un grand problème de voter contre le drapeau rouge et noir. Alors, il est à regretter, et vraiment à regretter, que dans le discours du président de l'exécutif, il dit non, ce n'est pas simplement un petit drapeau pour les sportifs, mais qu'il s'acharne à dire au gouvernement français, ce n'est pas un drapeau séparatiste, ce n'est pas un drapeau de fermeture. Pourquoi a-t-on besoin de se justifier sur la question du pouvoir politique quand on a choisi un drapeau qui représente la frontière? Ça pose le problème du choix stratégique, la peur de la responsabilité des politistes. Mais au-delà de ça, c'est quand même une victoire pour le drapeau, parce que ça signifie que tous les élus qui sont là savent que ça correspond à l'attente du peuple martiniquais et qu'il ne faut pas s'y opposer. C'est ça le substrat de la décision. Mais ce n'est pas ça qui va donner au drapeau rouge et noir une légitimité. À la marge, ça va aider, puisque les mairies pourront le mettre, là, c'était pour le mettre, les gens qui iront en compétition pourront l'arborer, ce qui se fait déjà. Donc, la légitimité ne vient pas du vote de la CTM, mais vient de son parcours historique, de la résistance menée par le peuple martiniquais, du travail mené par les jeunes. Et une fois de plus, ce n'est pas le drapeau indépendantiste, c'est le drapeau historique des luttes martiniquaises. Quand vous allez dans le Pays basque, les gens les plus réactionnaires défendent le drapeau parce que ça représente leur identité. Les indépendantistes basques le développent, le défendent, mais tous ceux qui ne sont pas indépendantistes le défendent. On peut faire la même vraiment pour le drapeau corse, etc. Breton. Ce n'est
pas un emblème régional, c'est un marqueur identitaire. Et dans notre cas, colonie en lutte pour son émancipation, il a accompagné les luttes. Donc, c'est un marqueur de la dignité martiniquaise. C'est un marqueur de notre volonté d'émancipation. Donc, pour finir sur la question du drapeau, c'est bien que la CTM l'ait voté, c'est un petit plus, mais il était déjà, de toute façon, adopté par ceux qui défendent la dignité martiniquaise et il continuera à faire son chemin. La dernière remarque concernant l'Assemblée plénière, ça pose un problème. Dimanche dernier, vous vous souvenez que nous avons rappelé que l'État français prépare sa guerre mondiale et a besoin d'écraser la Martinique pour éviter qu'elle ne perde ce point stratégique dans la Caraïbe. Nous apprenons que la CTM adopte une position pour exonérer d'octroi de mer les biens destinés aux missions régaliennes de l'État français. Et que des chars militaires, des militaires sur lesquels on devait payer de l'octroi de mer sont exonérés d'octroi de mer pour aider les politiques régaliennes de l'État français. Alors, on exonère d'octroi de mer du matériel militaire qui ne vient pas servir le développement ou la souveraineté du peuple martiniquais, mais on n'exonère pas les biens qui servent aux missions des collectivités locales. Là, c'est l'État régalien, c'est bagaille, ni droit. On n'a pas le droit de lui disputer ça. Nous avons fait cadeau l'argent. Mais ce qui nous concerne, tout ce qui est l'équipement des établissements scolaires, des autres établissements hospitaliers, etc., ce ne serait pas plus important et plus logique de l'exonérer. Alors, c'est vrai qu'on parle de l'octroi de mer qui finance le développement local, c'est la raison qui fait que tout le monde se bat pour ça. Mais on exonère ce que l'État régalien importe pour ses besoins de répression ou d'armée, et puis on n'exonère pas ce qui permettrait le développement humain. Donc ça, c'est un problème d'idéologie, c'est un problème de conception politique sur lequel je vais attirer l'attention pour dire que, bon, il y a des gens qui disent que les élus ne servent à rien, il faut se détourner de ça, mais c'est pour comprendre que les élus peuvent favoriser une logique intégrationniste ou ils peuvent la combattre s'ils sont liés au peuple. Voilà, c'était les remarques concernant les décisions de la CTM. Je vais parler maintenant des punitions collectives que Israël, État fasciste, impose au peuple palestinien. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons un gouvernement, disons, le plus ultra de droite de toute l'histoire d'Israël, avec Netanyahou à sa tête, qui dit, bon, il y a des résistants palestiniens qui font des actions contre nous les occupants, nous les tuons, nous les arrêtons, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on punisse collectivement leur famille, leur quartier. Par exemple, tel bonhomme a fait une action armée, on va bombarder son quartier. C'est ce qu'on appelle une punition collective. Mais ça ne suffit pas. On va détruire la maison dans laquelle vivent ses proches, sa femme, sa maman, l'endroit où il dort, hein, on va détruire la maison. En plus, on va supprimer les allocations familiales, les allocations sociales dont les Palestiniens bénéficient. Alors, parce qu'il y a des Palestiniens qui sont membres de l'État d'Israël, qui sont citoyens d'Israël, et puis il y en a qui sont dans les territoires occupés. Mais
si une personne a fait une action armée, je supprime les droits sociaux de ses parents, de ses proches. C'est ça qu'on appelle des punitions collectives. Il y a eu quelques dénonciations. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a condamné cette directive-là. Mais quelles sanctions ont été prises contre Israël? Pendant que ça se fait, Benjamin Netanyahu vient voir Macron, ami, on se bat. Pourquoi? Parce que ce fasciste-là a besoin de soutien militaire. Il vient dire, Macron, mon cher ami, nous menons la guerre ensemble là, nous essayons de détruire l'Ukraine, mais moi, j'ai un autre ennemi là que je vais attaquer, donc il faut que vous montiez dans la coalition. Benjamin Netanyahu est venu dire à Macron, j'ai un plan de guerre, je vais commencer. D'ailleurs, il a déjà envoyé des drones sur Ispahan, des organisations, des institutions militaires. Donc, je vais faire cette guerre-là. J'ai besoin que vous me souteniez comme je vous soutiens pour l'Ukraine. Et puis, Macron tape sur le dos, etc. Pendant qu'il fait ça là avec Macron, des dizaines de milliers de gens défilent à Tel Aviv et dans d'autres villes en Israël pour dire nous sommes contre le fascisme parce que c'est un gouvernement fasciste d'extrême droite qui est là et qu'ils sont en train de modifier la Constitution pour couper les compétences de la Cour suprême de justice. Parce que jusqu'à présent, parce qu'il n'y a pas de Constitution, pardon, de modifier les règles de fonctionnement d'État, parce qu'il n'y a pas de Constitution en Israël, il y a des lois, des règles, il n'y a pas de Constitution au sens propre du terme. Donc, ils sont en train de modifier ces règles-là, le gouvernement, pour que la Cour suprême ne puisse pas juger, ne puisse pas intervenir comme elle avait le droit. Et il s'agit là, pour le Parlement, donc qui est majoritairement de droite, d'avoir le droit de s'opposer et d'invalider les décisions de la Cour suprême. Pourquoi il faut ça? Parce que parmi, déjà le Netanyahou, mais parmi le gouvernement fasciste qui est en place, il y en a beaucoup qui ont des casseroles, qui ont des procès pour corruption. Donc, ils vont s'auto-amnistier. Alors, pendant qu'on est en train de renforcer le fascisme en Israël, son premier ministre est un Tchécoslovaque avec Macron pour préparer la guerre contre l'Iran. Pendant qu'on fait des punitions collectives au mépris du droit international, du droit de la guerre même, on est en Tchécoslovaque avec Macron et on peut prendre toutes les dispositions, il n'y a pas de sanctions, etc. Ça, c'est un problème qui nous montre que toutes les comédies qu'ils font sur la défense de la démocratie, les raisons de l'intervention en Ukraine, etc., que tout cela, c'est de la propagande, que ce n'est pas la réalité qui guide leurs décisions et leurs propos. Mais l'autre aspect que je veux dire, c'est la propagande des empires médiatiques occidentaux complices de l'armée d'occupation barbare d'Israël. Chaque fois qu'il y a une agression militaire d'Israël, tous les médias disent Israël a envoyé des missiles attaquer parce que le Hamas avait envoyé des roquettes. Israël a envoyé des meetings, il intervient parce que quelqu'un a fait une action armée, a tué des colons, etc. Donc, malhonnêtement, de façon absolument indigne, il y a une chorale de journalistes qui présentent les agressions d'Israël comme une réponse. Ce n'est pas la réalité et vous pouvez le vérifier. Chaque
fois qu'il y a des attentats ou des roquettes, c'est une réponse à un crime d'Israël. À gêner une partie, la campagne de punition collective qui a commencé, c'est parti de gêner. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël dit, il tue des gens, il détruit des maisons parce qu'il dit, il y a un terroriste. Sans preuve, sans jugement, sans rien. Donc, il décide que oui, je vais tuer des gens, je vais attaquer des maisons, arrêter des gens parce que c'est des terroristes. Et c'est un riposte à cette agression militaire armée aux assassinats qu'il y a acte de résistance, qu'il y a tir de roquettes, et cela depuis le début de l'occupation israélienne. Comment des journalistes comme cette réalité pour dire simplement non, des méchants ont envoyé, ont assassiné un colon, ont envoyé une roquette Israël, donc il faut protéger. Israël a le droit de se défendre, la sécurité. Donc, c'est de la désinformation. Il faut soutenir la résistance, y compris la résistance armée du peuple palestinien, contre des occupants barbares qui détruisent ces cultures, qui détruisent les citernes, qui font des embargos contre les produits, les matériaux de construction, les médicaments, qui assassinent de façon ininterrompue tous ceux qui s'opposent à sa domination. Il faut soutenir le peuple palestinien et dénoncer tous les complices. Alors, je pense qu'on va faire une respiration musicale avant de passer à la partie des constructions, qui sera un petit peu plus longue. Voilà, alors, maintenant nous allons passer à la partie des constructions. Le thème que nous avons retenu, c'est le rôle respectif des autorités institutionnelles, des leaders et des mouvements populaires dans la transformation de la société. C'est une question qui est d'actualité et qui est brûlante, puisque nous sommes dans un moment où tout le monde voit que la société va dans un mur, qu'on se prépare à la guerre, que les gouvernements défenseurs de l'ultralibéralisme sabotent tous les acquis sociaux, retraite, des services d'éducation, de santé, etc., et que cela déclenche des violences, des crimes individuels liés au mal-être, à l'alcoolisme, au toxicomane. La société telle qu'elle continue là. Donc, les gens disent il faut changer ça, il y a un consensus. Mais le problème, c'est que la grande majorité des gens n'a pas une claire vision des méthodes, des façons de s'organiser pour changer effectivement la société. Beaucoup s'en plaignent, beaucoup peut-être réagissent émotionnellement, mais majoritairement, il n'y a pas une conception valable des moyens de transformer la société. La société peut être transformée. Là encore, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à cela. Parce que dans l'opinion publique, on a inscrit un certain nombre de blocages, à savoir que, à la base, là, nous, le peuple, les gens, on ne peut pas faire. On ne fait pas qu'à même comporter. Effectivement, cette idée qui est ancrée fait que beaucoup pensent que c'est les institutions, les autorités institutionnelles seulement qui ont un vrai pouvoir de changer les choses. Alors elles se plaignent qu'elles ne sont pas conséquentes, on n'a pas de bonnes institutions, mais on n'imagine pas que ce n'est pas des institutions que la solution peut venir.
Deuxièmement, on a aussi dans l'esprit qu'il faut des hommes ou des femmes providentielles doués de compétences, de génie, de pouvoir, de capacité, qui sont les seules conditions pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, on a besoin. Souvent, on entend ça de là, nous pas de leader, nous pas de leader, etc. Donc, on n'a pas l'impression que les gens de la base, que le peuple puisse trouver la solution et l'imposer. Ce sont soit les institutions, les autorités institutionnelles, soit des leaders professionnels. Et même quand on est d'accord pour dire qu'il faut que le mouvement populaire, ça beaucoup de gens le disent, si tout le monde était catissant, même quand les gens pensent que le mouvement populaire est indispensable à la transformation de la société, ils ne voient le mouvement populaire que comme un élément pour pousser les autorités ou les hommes providentiels et les partis à agir. Ils ne voient pas que la solution peut être pensée et mise en œuvre par le mouvement populaire. Ils ne conçoivent que comme une force d'appoint. Et c'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, les gens sont démotivés parce que il tellement longtemps qu'ils ont dit ça, tellement longtemps qu'ils ont la rue. Et puis, au cas où ça n'a pas changé ailleurs. Donc là, finalement, même le mouvement populaire ne sert à rien. Et comme ça ne sert à rien, beaucoup de gens laissent tomber, on n'est plus de la condamnation du gouvernement, des partis qui ne font pas, qui ne sont pas conséquents. On est dans la condamnation du peuple. Ah, c'est mon nom pas motivé. Il n'y a pas qu'à venir. Si tout le monde n'est qu'à venir, mais même si tout le monde a venir, puis il n'y a pas organisé, il n'y a pas un projet, il n'y a pas qu'à transformer la société, ça n'a pas qu'à changer. Aïe. C'est pour ça qu'il y a déjà eu des grandes mobilisations massives contre le sabotage des retraites, mais que petit à petit, le sabotage des retraites continue. Donc ça c'est ce qui nous paralyse. Et c'est là qu'il faut que vraiment l'on comprenne comment fonctionne la société et comment changer les choses. Il y a une anecdote que je voudrais citer. Pendant que je parle là, mon document est parti de sous les yeux. Donc, vous me permettez une petite. Voilà. Alors, une anecdote me vient à l'esprit pour illustrer cela. Je l'ai peut-être déjà donné sur cette radio. Il y a eu un tremblement de terre, c'est en 2010 ici. Fin des années 2007, 30 novembre. Bon, il y a eu ce tremblement de terre. À cette époque, j'étais enseignant et je sors avec mes élèves et on est dans la cour tout de suite après le premier mouvement. 5 minutes après, pendant qu'on attend, il y a encore des répliques qui viennent, il y a une personne qui arrive devant l'école et qui demande à voir l'élu qui travaille au conseil, élu du conseil général qui travaille au collège. Et est-ce que tu es là? Oui, parce que il y a un petit mur qui s'est penché devant chez moi. C'était tellement représentatif de l'aliénation qui nous gagne. Ça veut dire que la personne ne voit pas qu'il faut voir autour d'elle ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour contenir le danger, mais elle laisse son domicile là pour aller chercher un élu qui ne pourra strictement rien faire parce qu'il est élu. Donc, c'est à un élu de régler le problème entre deux. Ça peut paraître erreur, mais c'est le comportement de beaucoup de gens de dire je vais voir l'élu. J'ai un problème, je vais voir l'élu. Cette déformation que nous avons dans l'esprit, c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas et qui va ralentir le développement de la société. Tout à l'heure, je le répète, on peut changer la société. Il y a deux éléments qui contribuent à l'évolution des sociétés. Il y a ce qu'on appelle des facteurs objectifs et il y a des facteurs subjectifs. Les facteurs objectifs, c'est quoi? C'est que la société change, qu'on le veuille ou non, parce que la façon de produire change. Qu'avant, l'informatique n'existait pas. Il fallait qu'on se déplace, il fallait qu'on écrit.
il y avait des structures. Bon, maintenant, l'informatique existe. Bon, on ne va plus descendre, on sera obligé de passer par Internet. Donc, il y a des changements qui sont objectifs, qui sont liés aux transformations qui se font de la vie matérielle des gens. De toute façon, elles sont inéluctables. Mais ces transformations-là peuvent mener à des choses de bien, comme à des catastrophes. Ce qui fait qu'on peut les orienter vers des choses valables, de bien, positives, c'est le facteur subjectif. Ça veut dire l'esprit des gens. Si les gens regardent, comprennent, et puis ils disent il faut qu'on fasse cela pour aller dans la bonne direction, eh bien, on conduit la société dans de bonnes directions. Si on dit ah bon, c'est comme ça, les choses continuent à se dégrader. Et dans la société actuelle, pour faire le lien avec le début de notre intervention, la société va vers le mur parce qu'il y a des gouvernements qui la conduisent vers le mur pour le profit des multinationales. Elle va dans le mur parce que les politiques ultralibérales accentuent le dérèglement climatique, etc., etc. Donc, si on dit ah ouais, ils sont méchants, le gouvernement ne fait rien, et puis qu'on ne prend pas conscience des moyens de changer la réalité, on va vers la catastrophe. Mais si, c'est ça le facteur subjectif, on analyse, on comprend, et puis on dit, bon, voilà là où on doit attaquer, voilà comment bloquer le gouvernement, voilà ce qu'il nous faut faire pour lutter contre le changement climatique. Mais nous avons conscience que si tout le monde, en tout cas la grande majorité dit c'est non pas fait, ça ne servira à rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on fasse que la grande majorité aille dans la bonne direction? Et c'est là qu'on pose la question des leaders et des institutions dans les partis politiques dits d'avant-garde dans le changement de la société. Si on peut faire le changement par procuration en disant, messieurs les élus, faites ceci. J'attends que monsieur qui sont mal guerrier fait. Et évidemment, il n'aura jamais ni le gouvernement qui n'aura pas la volonté, mais les gens individuellement, leaders ou partis qui auraient la volonté d'aider le peuple, si c'est d'eux seuls qu'on attend la solution, ils n'auront jamais la force de changer quoi que ce soit contre les classes sociales, contre les pays impérialistes, etc., qui disposent du nom, de l'armée, de la justice, de toutes sortes de forces pour écraser les contestations. Donc, il faut voir que la racine fondamentale, c'est la masse des gens conscientes. Alors, ça pose la question des leaders. Est-ce que les leaders sont inutiles? Est-ce que les partis politiques qui peuvent nous aider sont inutiles? C'est là l'erreur, parce que on pousse les gens à dire, bon, pas faire politique, pas faire, etc. Mais la question, c'est que ces partis-là et ces leaders-là, ils sont utiles dans certaines conditions. Dans certaines conditions. Si le parti et le leader sont ancrés dans la population, ils savent exactement ce que la population veut, dans quelles conditions veut travailler. S'ils sont honnêtes, s'ils sont intègres, évidemment, ils vont booster la chose. Parce que les gens ont besoin de référents. Les gens ont besoin d'une confiance qui s'école dans une organisation, dans des personnes, etc. Mais ces gens-là ne peuvent être valables que si eux-mêmes sont ancrés et ne se prennent pas comme sortis de la cuisse de Jupiter. J'ai dit ça, donc c'est bon, et j'exige que tout le monde me suive. C'est si le leader ou le parti répercute l'intelligence collective, la volonté collective des gens qui ont décidé de ce qu'on veut, à ce moment-là, ils sont utiles. Et les gens qui sont à la base doivent bien comprendre que le leader n'est pas un Dieu qu'il faut suivre aveuglément. S'il dit une bêtise, il faut dire c'est une bêtise. S'il se trompe, il faut dire tu te trompes. Il y a des gens, par exemple, qui suivent un leader parce qu'il a fait des choses de bien dans le passé, et puis tout ça est fait qui mal après, comme c'est mon leader, comme mon cataracte, et puis, ben, m'obliger à suivre. Non, c'est le leader qui doit
suivre un peuple conscient et organisé et non l'inverse. Et sinon, on le reconnaît comme représentant, si on lui délègue la fonction de représenter l'autre,